C'est reparti pour une nouvelle journée avec lui et les rebondissements qu'il y a avec. Donc on a encore plein de rebondissements, c'est un épisode riche en émotions. Dans un premier temps, Trump, lors d'une conférence finalement avec le président d'Israël, a annoncé concernant l'Europe que les États-Unis avaient un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne et que ce déficit doit disparaître très rapidement, peu importe la raison, peu importe les moyens. Dans un premier temps, ce dont on a parlé hier, Trump exige que l'Europe applique des tarifs zéro pour supprimer ces tarifs. Mais maintenant, voilà, il a surenchéri avec le fait que l'Europe devrait lui donner de l'argent de quelconque manière que ce soit. Il a parlé de l'énergie pour le coup lors de la conférence là, et il a dit que du coup l'Europe devrait acheter de plus en plus d'énergie, que ce soit fossile, que ce soit peu importe quel type, aux États-Unis. Donc écoute, pour l'instant on n'a pas eu de retour de l'Europe ou alors des présidents européens, des grands présidents du moins. Concernant la Chine, on a le président chinois qui ne s'est pas laissé faire, qui a riposté face aux 50% supplémentaires des taxes douanières appliquées par Donald Trump, que la Chine se battrait jusqu'au bout, mais carrément il a sorti un espèce d'high kick frontal dans la cabeza. Il a dit que la Chine et le reste du monde sont déterminés à mener une guerre commerciale jusqu'au bout. Selon le président chinois, il y a des pays qui pourraient s'allier à la Chine et qui pourraient justement combattre l'oppression commerciale en quelque sorte appliquée par Donald Trump aux pays qui ne veulent pas aller dans son sens. Donc écoute, pour l'instant, ça commence à sentir un peu le roussi. Ça sent bel et bien le roussillon parce qu'on a bel et bien le porte-parole de la Maison Blanche qui a déclaré que ces droits de douane supplémentaires de 104% sont entrés en vigueur à midi, heure de l'Est, car la Chine n'a pas levé ses mesures de rétorsion. Donc pour l'instant, on a de l'incertitude vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la Chine, mais on a quand même 70 pays qui se sont mis à genoux devant Donald Trump, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vous disais déjà, il y a plus de 6 mois de ça, il y a quasiment un an, les mecs, les États-Unis, il faut pas les sous-estimer. Il faut quand même pas les sous-estimer, on parle de dédollarisation, je suis d'accord avec vous, on va avoir petit à petit les gens qui vont se décorréler du dollar américain, on va aller chercher des monnaies de repli, des systèmes de paiement alternatifs, mais les États-Unis, ça reste quand même la nation qui a le plus de force sur l'échiquier mondial pour l'instant. Et le Bitcoin dans tout ça. Donc le Bitcoin, voilà, il a fait un petit rebond qui était quand même timide, qu'on se le dise. On a repassé les 80 000, les 81 000 dollars d'ailleurs. Et puis ensuite, on a eu les annonces de Trump qu'il allait quand même appliquer les tarifs douaniers, qu'il allait plus répondre au téléphone, il faisait son caca nerveux et forcément, les marchés n'ont pas aimé. On est venu rebondir sur une espèce de résistance là qu'on tire derrière nous depuis maintenant l'ATH de BTC. Et forcément, le marché, il a reculé un petit peu. Donc écoute, maintenant, il serait pas impossible si on se place en daily, de retravailler toute cette mèche là finalement jusqu'aux 74 000 dollars, d'aller piquer un petit peu en dessous et une bonne fois pour toutes aller toucher les 73 000, cette zone qui nous fait tant peur, la zone critique du Bitcoin, tu le sais, hein, c'est sur le Fibonacci. Bon, voilà, je te l'ai déjà présenté hier mais je peux te le remontrer. Grosso modo, ça te fait une histoire comme ça, voilà. Si tu vas en dessous des 382, 0,382 sur le Fibonacci, dans l'histoire de Bitcoin, ça n'a jamais été très bon parce que ça annonçait que ça y est, on finissait un petit peu le cycle de Bitcoin. Sur le dernier cycle, ça a été un peu différent, voilà, comme je te l'ai présenté hier, on l'a cassé et puis on a quand même encore perdu quasiment, ouais, on peut le dire, 25% sur le Bitcoin. Donc, à ce sujet, je te l'ai pas dit hier, je suis pas rentré plus dans le détail, mais le jour où on a cassé cette zone de Fibonacci là, c'était le 19 mai 2021. Et si on se focus sur les altcoins Other, en plus tu exclus le top 10, qu'est-ce qui s'était passé le 19 mai? Je vais te le montrer en direct live. Putain, tu te rappelles de cette charte? Pour les plus anciens là, les vagues haussières. Le 19 mai 2021, tu la vois cette correction là? Regarde, on est passé des 333 milliards de dollars et on est descendu, boum, dans la journée 164. Donc voilà, pourquoi j'ai pas envie de ça et je préfère du coup, comme je te l'ai dit hier, sortir, puis quitte à rentrer plus tard, c'est pas grave, je considère toujours que le cycle, il n'est pas terminé, du moins j'ai toujours des convictions là-dessus. Bien évidemment, ça dépendra du monsieur Orange, combien de temps est-ce qu'il va faire durer cette crise, parce que voilà, c'est sûr que si les marchés continuent à baisser, qu'on rentre dans une espèce de bear market sur le S&P 500, le Nasdaq, voilà, le Bitcoin, il pourrait encore râler à un certain moment. Si on se focus 2 petites secondes sur l'or, qui rêverait pas d'avoir des kilos d'or chez soi? Bon, la valeur refuge par excellence, je te disais que voilà, maintenant on avait cette espèce de séance qu'on avait cassé vers le haut, il y avait plein de choses qui nous amenaient à penser qu'on pouvait arriver au bout de ce canal en semaine, là, comme tu peux le constater, et il semblerait bel et bien que l'or soit en train de sortir par le bas. On est à 2987 dollars au moment où je te parle, l'or semble bel et bien vouloir briser la borne inférieure de ce canal haussier qu'on a depuis un certain moment, et voilà, ça correspond bien avec toutes les divergences baissières qu'on tire derrière nous depuis maintenant, le
21 octobre 2024. Et tu vois, à un moment donné, ça finit par se corréler à la réalité. On a une baisse de force acheteuse, en plus d'un point de vue chartiste. Grosso modo, tu prends la profondeur de cette tasse et tu la répliques en sortie. Comme tu peux le constater, voilà, à la louche, tu vois, on a dépassé, on aurait dû simplement aller au 2900. Bon, c'est vraiment un truc à la louche. On commence vraiment à être suracheté sur l'or. On est en fin de cycle, en fin de bull run. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque pourcent que tu perds sur l'or, c'est énormément de liquidité qui revient à être positionné sur un autre endroit. Ensuite, un point intéressant que je voulais aborder avec toi sur les ETF de Bitcoin, c'est que malgré toute la correction qu'on a depuis maintenant quasiment un mois, BlackRock n'a quasiment pas vendu de Bitcoin. Et même avec la correction qu'on a eue le 7 avril, zéro vente de la part de Bitcoin. Alors on a eu des sorties, on a eu 103 pour le 7 avril, mais bon, ça venait de Fidelity, ça venait d'autres émetteurs d'ETF de Bitcoin, mais BlackRock n'ont pas vendu. Pourquoi? Ceux qui rentrent chez BlackRock, qu'est-ce qui se passe? Ils sont mieux formés, ils sont mieux éduqués sur les valeurs du BTC. Il serait intéressant, je pense, de voir du coup les inflows ou les outflows, c'est possible aussi sur les ETF de Bitcoin. Pour aujourd'hui, avec l'application des tarifs douaniers, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Ensuite, une news un petit peu plus relax, un peu plus détendue. On a l'ETF XRP qui a débarqué en bourse, ça y est, le 3e ETF de la crypto-monnaie à l'échelle de 1 an, c'est quand même costaud. Les crypto-monnaies deviennent des produits légites. Donc voilà, on a l'émetteur Teucrium du coup qui est parvenu à faire valider ces ETF. En revanche, ce n'est pas des ETF classiques comme on peut l'avoir sur Bitcoin où tu achètes un ETF, tu as un Bitcoin en collatéral. Là, tu as des ETF 2 fois Long Daily XRP. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que c'est des produits à effet de levier sur le XRP, investis à la hausse et répliquant 2 fois sa performance. Donc, c'est comme si tu faisais un long sur le token de XRP et les ETF spot pour XRP qui ont été demandés n'ont pas encore été approuvés. Comme on l'a dit tout à l'heure, concernant l'Europe et les États-Unis, on avait Van der Leyen, la présidente ou la dicta. Je ne terminerai pas mon mot pour ne pas être banni, qui avait du coup proposé à Donald Trump de supprimer les taxes douanières à l'encontre des États-Unis en contrepartie que les États-Unis n'augmentent pas leurs taxes douanières. Directement, Donald Trump, il a dit « Ouais, c'est bien sympa, mais moi ce que je veux, c'est que vous me achetiez de l'énergie. » Parce qu'il a dit, je cite, « L'Union européenne a été très mauvaise avec nous, nous payons pour les protéger militairement, et eux nous arnaquent sur le commerce, donc c'est pas une bonne combinaison, il attend plus de l'Europe. » Et forcément, je pense qu'ils vont céder à un moment donné parce que ça pourrait être une belle catastrophe pour plein d'entreprises européennes qui ont quasiment pour seul client les États-Unis. Comme dans le champagne, tu vois, on vend énormément de champagne aux États-Unis. Et Donald Trump, il a menacé une taxe, par exemple, de 200% sur les vins et les champagnes européens. Donc voilà. Je te laisse imaginer les répercussions derrière. Et ça marche aussi pour les millions de voitures qu'on envoie par an, pour l'agroalimentaire et pour l'aéronautique. Et la France, on est très corrélé à ce marché-là. On a notre compétent Premier ministre François Bayrou qui a annoncé que la France risquait de perdre 0,5% du PIB si rien n'était fait. Parce que voilà, les taxes, ça va s'appliquer sur l'aéronautique, premier poste d'exportation vers les États-Unis, les vins, l'automobile, les produits de luxe. La France sans les produits de luxe, gros, qu'est-ce que c'est? Ensuite, petite news sympatoche, on a le roi de Binance, CZ, qui devient conseiller stratégique du Pakistan Crypto Council. Le Pakistan, ils veulent devenir un acteur régional majeur dans le secteur du Bitcoin et de la crypto. Et du coup, il s'entoure des meilleurs personnages comme CZ, qui est très aimé d'ailleurs dans le monde de la crypto-monnaie. Concernant les subnets de Bit&Sword avec leur token DTAO, autrement dit Dynamic TAO, je sais pas si tu es un fervent partisan de cette affaire-là, mais grosso modo, ça réagit quand même plutôt bien. Avec la correction. Personnellement, je suis quand même sorti. Voilà, je te le dis. J'avais fait un x2 surchute, là, l'équivalent, là, je te l'avais annoncé lorsqu'on avait acheté. Pour cette période de grande incertitude qu'on est en train de vivre, honnêtement, je préfère, c'est mon choix, rester sur TAO qui déjà est volatile. Donc voilà, je voulais pas me corréler 10 fois, tu vois, avec je sais pas combien de subnets. L'idée, voilà, c'est d'essayer de limiter un petit peu les risques si on descend encore plus bas. Et si on remonte plus haut, écoute, je rentrerai dans les subnets de qualité dont je te parle régulièrement. D'autant plus, comme tu peux le voir sur cette charte qui représente le market cap alloué à tous les subnets de Bit&Sword, on a une belle explosion, d'accord, on a eu beaucoup de market cap qui a été investi dans les subnets, mais on commence à avoir des divergences, une belle divergence en daily là, comme tu peux le constater, tac. Tandis que sur la market cap des subnets, on a une hausse. Avec les temps troubles qu'on est en train de vivre pour le moment, je préfère les avoir en TAO, mais ça reste mon opinion. Et d'ailleurs, en parlant de subnet, on a Sturdy, que tu connais très bien, qui est le subnet numéro 10 et qui fait de la finance décentralisée en s'aidant de l'intelligence artificielle fournie par Bit&Sword. Ça bosse toujours. La team, elle bosse toujours, elle est toujours branchée sur les réseaux. La team marketing, elle partage ce qu'ils font. Et comme tu peux le constater, d'ailleurs, ils ont partagé un post où ils offraient un rendement de 40% d'APR sur le stablecoin USDF. Donc voilà,
C'est des choses hyper risquées, mais là, tu vois, les gamblers, ils kiffent ça. Je reste toujours cohérent avec ce que je t'ai dit, hein. Pour moi, Sturdy, c'est quand même un projet vraiment très solide avec de super fondamentaux qui est en plus accompagné par des très grands. Ça build toujours, il y a toujours des développeurs, il y a toujours de la TVL, la team marketing fait son taf. Donc écoute, pour moi, c'est toujours carré. Après, voilà, ce rendement à 40%, personnellement, je n'irai pas mettre mes pions dessus, hein. 40%, j'en ai vu assez des stablecoins qui se dépéguaient du dollar. Ensuite, comment passer à côté de cette news concernant World Liberty Financial, le projet de la famille de Donald Trump qui a annoncé faire un potentiel airdrop du SD1 pour les détenteurs de World Liberty Financial, du moins leur token WLFI. Ils ont mis en place un proposal, donc il faut aller voter si tu souhaites qu'on reçoive un airdrop. Voilà, je pense que tu n'es pas contre si tu possèdes du WLFI. Ils ont annoncé que la raison, c'était pour tester leur mécanisme de airdrop, tester leur protocole, en plus de quoi ils voulaient aussi récompenser les premiers fans finalement du projet. Si on nous envoie des dollars gratuitement, on va pas dire non, hein, on va pas cracher dessus, surtout par les temps qui courent. Tout ceci étant dit, pendant la journée, je vais continuer à poster sur Twitter, donc n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like sur cette vidéo pour me donner la force, à t'abonner si tu ne l'es pas déjà, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, me donner ton avis sur ce qui est en train de se passer, et puis on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.